Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Alors, une situation toujours très compliquée à naviguer, et le mot est faible. Une visibilité absolument nulle, une séance d'hier complètement rocambolesque, mais des niveaux clés qui sont pour l'instant maintenus, donc un rejet potentiel de l'accélération, mais attention, rejet égale, il faut normalement réintégrer la structure précédente, chose que pour l'instant nous ne faisons pas. Donc, retest du support. Alors évidemment, la séance d'hier en mèche haute laisse une marque assez indélébile sur les investisseurs, mais ce qu'on va voir, c'est que en soi, il n'y a pas nécessairement de raison de s'inquiéter outre mesure à court terme. Donc pas de sonnette d'alarme, mais par contre, on a quand même des secteurs qui sont assez inquiétants, notamment certaines tech US qui sont quand même bien dérouillées et qui pèsent lourd dans les indices. Donc on voit toujours, pour moi, le sentiment, ça dépend d'une valeur sur ce marché, ça dépend majoritairement d'Apple. Amazon tire sérieusement la gueule, mais Apple, tant que ça va, on va dire tout va bien. Et en fait, tant que le triangle d'Apple n'a pas de résolution, je pense que tout simplement le marché ne donnera pas le moindre sens. Donc on va essayer quand même de regarder tout ça d'un point de vue technique, c'est-à-dire essayer d'enlever ici tous les biais émotifs, émotionnels et tout ce news flow, tout en prenant en compte le fait qu'il est extrêmement impactant, et on en a la preuve hier, la volatilité peut rapidement partir en couille sur une news. Clairement, se dire qu'hier, le Russell fait une interruption de cotation à la hausse, un véritable crack haussier sur une news dont on savait bien que le Covid, ça allait arriver. Voilà. On sait aussi carrément que le premier vaccin, c'est souvent de la merde. Enfin, en disant que son ratio risque-rendement est souvent douteux, dans le sens où, voyant et voulant avoir des bonnes nouvelles, on surestime effectivement le potentiel bénéfique du vaccin, sans évidemment, en oubliant évidemment le fait qu'un vaccin n'est pas non plus sans conséquences, et que effectivement, s'il arrive à bloquer le Covid sur 90% des cas, ça veut dire qu'il en reste quand même 10, et évidemment un vaccin n'est pas inoffensif. Donc on va voir évidemment tout ça, quelle est la nocivité sur le corps humain, est-ce qu'on va pouvoir refiler ça à tous nos vieux dans les EHPAD sans les faire crever, parce qu'évidemment, un organisme avec un système immunitaire déjà bien amoché, lui coller un vaccin en plus, voilà, donc on vaccine normalement que les personnes à risque. Là, si on devait vacciner toutes les personnes de plus de 65 ans, il y a quand même une contrepartie sanitaire à voir avec tout ça. Donc on fait attention avec le vaccin, c'est pas non plus l'euphorie, ça sent tirer potentiellement le sel de news. Donc voilà, bref, on va voir tout ça donc d'un point de vue technique, quelles sont les zones clés à retenir dans les prochains jours, et surtout, mon sentiment, c'est ne rien faire à l'intérieur des zones d'hésitation, attendant que ce marché nous donne une direction plus claire. Allez, donc pour moi, le time frame qui nous capte, c'est vraiment le 4 heures, celui sur lequel on voit à peine l'élection. En fait, on voit surtout cette reprise haussière complètement folle, dans laquelle on catalyse donc très facilement la cassure de cette structure en compression, en triangle. Donc cassure nette franche, par contre on voit que la nature des cassures sont volatiles, donc pas génial évidemment, puisque dès qu'on atteint le contexte de l'unité opposée, enfin de l'unité supérieure, boum, ça se ratatine direct. Donc pas très bon signe de voir la nature de ces breakouts devenir plus volatile que cassure de cycle. Donc on a bien cassure de cycle à l'endroit du breakout ici, donc c'est vraiment ici on voit que les bears ne se positionnent pas, donc la cassure technique se met en place. Par contre, l'ajout du fait que la cassure soit volatile n'améliore pas franchement notre musique, surtout quand on voit la réaction derrière sur la target de volatilité, c'est vraiment pas bon du tout. Donc ça réagit très fortement à la baisse, maintenant qu'on soit bien d'accord. Globalement, la moyenne reste acheteur, le marché reste en soutien, et on voit bien qu'il a payé 2 fois les contacts proches de la moyenne. Donc on va pas dire qu'il faut crier au loup, etc. Mais moi je retiens toujours des règles pour avoir tout simplement pas d'influence externe ni émotive sur ce que je revois des marchés. Donc moi ce que je retiens, c'est dans une pattern de breakout, j'ai donc des cases à cocher pour valider un breakout, des cases à cocher pour invalider un breakout, ce qui déclenche donc un autre type de pattern, le faux breakout et la réintégration de la structure, avec généralement donc la sortie opposée qui se met en place derrière. Donc si ça, c'est un breakout. Moi, à mon sens, tous les éléments techniques sont là pour un breakout. Le problème, c'est que on n'arrive pas à atteindre les niveaux de validation, et la nature de ce breakout change très rapidement derrière avec donc cette news Covid. Donc, voilà, ça reste un breakout. Sa nature est donc aujourd'hui d'ordre volatile, et on le voit bien vu la réaction. Mais normalement, un breakout, il a une target à aller chercher, qui est donc normalement le report de l'amplitude du range à sa clôture la plus basse. Donc la clôture la plus basse, elle était là. Donc si je prends ça, je l'ai déjà fait, voilà, et que je reporte cette amplitude au nord, ça nous donne ici le fameux ratio 1 pour 1 dont je vous parle dans les émissions sur le breakout, ce qui est donc le niveau de confirmation du breakout. Donc ici, le problème, c'est que notre niveau de confirmation, il n'a pas été atteint. Donc on a un breakout qui n'est ni validé ni confirmé, mais on a simplement donc accéléré à travers le niveau technique avec des patterns volatiles. Voilà donc comment on résume le marché aujourd'hui. Ce qui se passe derrière, c'est que cette pattern de volatilité nous ramène très rapidement vers le niveau de breakout et de l'ancienne troisième borne de range.
qui normalement est une pattern d'achat, à condition que le marché ait atteint le niveau de confirmation. Ce qui n'est pas le cas ici. C'est-à-dire que pour moi, si la volatilité avait réussi à atteindre ce niveau, je serais en train d'acheter aujourd'hui les yeux fermés. Le problème, c'est que comme ce n'est pas le cas, la nature de ce pullback m'invite à être très prudent parce que ça peut tout simplement dire qu'au final, on a affaire à une fausse cassure volatile. Et dans ce cas-là, la fausse sortie suivie d'une éventuelle réintégration de la pattern pourrait nous conduire derrière à la cassure de la 4e borne de range. Et après, ça n'en serait pas plus baissier. C'est tout simplement cassure de la 3e borne de range, puis réintégration avec une clôture. Attention, il faut clôturer une unité de contexte, c'est-à-dire là et la prochaine clôture, c'est à la fin de la semaine. Ça veut dire que si on clôture à la fin de la semaine sous les 3500 sur le S&P 500, ça sent la réintégration du marché. Attention, clôturer à 3500 ne constitue pas une réintégration. Ok? Donc clôturer sous les 3005, c'est moche, très moche, et ça traduira le fait que le refus du marché de breaker est probablement en train de s'acter, et derrière, très rapidement, on repartira aussi volatilement dans l'autre sens. Cette fois, je pense que la moyenne sera cassée, et normalement, derrière, on va donc casser la 4e borne de range pour tout simplement rendre la monnaie de leur pièce aux acheteurs. C'est-à-dire là, les acheteurs se font piéger. Ici, ceux qui traderont en breakout sur cette zone-là, la sortie baissière du triangle, se feront très probablement piéger également. Cette pattern ici traduit simplement une très forte nervosité du marché. Par contre, pour arriver à traduire la nature de ce breakout et sa potentialité, comme on l'a vu ici, on est venu déborder le contexte du T supérieur. D'accord? Ça, c'est le contexte du T supérieur. Donc, il me semble que regarder ce qui se passe en daily nous donnera des informations. La mèche haute hier est absolument affreuse, mais elle ne déclenche en soi pas de pattern. Elle traduit simplement la fin d'un cycle acheteur potentiel, mais encore une fois, fin d'un cycle acheteur, ça traduit surtout sa maturité, ça ne veut pas dire que les prix vont se retourner. Donc on fait gaffe. Moi, tout ce que j'ai hier, c'est une grosse mèche haute, et comme je vous l'ai mis sur Twitter, à recopier 100 fois, une mèche haute n'est pas un signal de vente. Par contre, ça pue pour les acheteurs. Ça veut juste dire, ah bon, ben là, on a tenté le breakout, on a bien dérouillé, on n'atteint pas les objectifs, et on se replie assez fortement avant. C'est-à-dire qu'il faut donc un retest de support post-breakout, avant même d'avoir atteint le report d'amplitude. C'est-à-dire que normalement, un breakout propre, il va chercher l'objectif, et après, il revient faire éventuellement, des fois, le plein d'acheteurs sur la 3e borne de range. Donc voilà, ça sent pas bon pour les acheteurs, mais c'est clairement pas du tout suffisant pour considérer qu'il y a un rejet pour l'instant de la cassure. Ça peut très bien être le fait que la news est peut-être un peu catalysée un petit peu fort, on se replie, on passe quelques jours, et dans ce cas-là, peut-être que derrière, on va chercher l'objectif. Pour moi, de toute façon, les zones qui font du sens en termes de gestion du risque, c'est cette zone-là. Au-delà de cette zone, on a donc affaire à une tendance haussière. Échec autour de cette zone, 3700-3008, ça traduira à mon sens le fait que ce marché s'épuise, c'est-à-dire un excès final. On casse des cycles, mais on échoue sur leurs objectifs. C'est-à-dire qu'une fois l'objectif atteint, les prises de profit supplantent les velléités acheteuses, autrement dit, c'est d'acheteurs qui supportent les prix sur les zones de TP, et derrière, ça cause des replis. Et si évidemment on réintègre derrière le même niveau technique, les 3500, là on aura confirmation d'un rejet haussier, avec donc ici la potentialité de mettre des gros stops, et on parle de stop daily, hein, attention. Donc mettre des stops en daily, ça veut dire qu'on va attaquer des cycles hebdomadaires plutôt consolidants. Consolidant ne veut pas encore dire fin du monde, crack émotionnel et tout ça, mais juste toujours couverture des portefeuilles pour se prémunir d'éventuels chocs de marché qui pourraient subvenir. Maintenant, on va parler de la nature de ce qui s'est passé hier en termes de volatilité. D'accord ? Alors là, évidemment, on rentre dans un domaine un petit peu plus subjectif. Comme on l'a vu, donc, d'un point de vue technique, les deux niveaux à marquer sont donc 3005 et 3750. Tant qu'on oscille entre les deux, à mon sens, il vaut mieux pas prendre de biais trop directionnel. Et suite à une séance vraiment choquante, comme on l'a vu hier, à 180 degrés en termes de biais émotionnel, et à noter évidemment que les particuliers se mettent à faire n'importe quoi dans ce marché, hein, c'est-à-dire que là, c'est vraiment la lessiveuse à particuliers. Maintenant que ça monte, ils se mettent à acheter. Maintenant que ça se replie par rapport à hier, les particuliers hier se sont mis à l'achat. Ils ne sont pas encore net acheteurs dans le marché sur le S&P 500, mais on voit bien que c'est la lessiveuse à sentiment qu'on connaît actuellement, alors que lui, le Fear and Greed Index, reste toujours sur des zones plutôt contrastées. Donc on fait attention, un sentiment très mitigé, des particuliers qui se font balader dans tous les sens avec de la volatilité folle furieuse. C'est pas le moment de faire des paris spéculatifs et surtout c'est pas le moment de sortir des positions leveragées, mais plutôt, comme on le dit, de réfléchir à sa gestion de portefeuille. Si on est investisseur moyen terme, plus ou moins se poser la question de la couverture, sous quelle forme, etc., dans quelle zone technique mettre en place cette sous-dite couverture. Et comme j'ai dit, une réintégration pour moi des 3005 en clôture hebdomadaire, ce sera vraiment un très mauvais signe et donc la nécessité de recouvrir le portefeuille à nouveau. Sinon, pour ma part, laisser jusqu'à 3750 et voir comment ça réagit là-haut pour remettre éventuellement en place une couverture de type excès final, c'est-à-dire couvrir l'intégralité du portefeuille en attendant derrière des replis plus ou moins significatifs, hein, puisque comme je l'ai dit, je parle derrière de replis du T hebdomadaire.
hebdomadaire. C'est-à-dire que si vraiment on venait à échouer ici, hein, et vraiment traduire un excès final sur cette trendline de long terme, clairement ici en cas d'échec, pardon, c'est celle-là, hop, en cas d'échec, ici, à mon sens, hein, derrière, c'est consolidation hebdomadaire, c'est-à-dire retour, je pense, au canal de tendance. Où des opportunités acheteuses probablement se mettront en place. Encore une fois, ici, les moyennes sont acheteuses, il ne faut pas avoir un biais trop vert. Mais on finit bien des cycles mensuels également. Donc, toujours pareil, attention à la nature de ces cycles. Ces cassures de cycles peuvent tout à fait faire des excès finaux. Et si c'est le cas, voilà. Pour moi, la probabilité ici qu'on soit en train de faire des excès est plus que non négligeable. Donc attention encore une fois, passer baissier sur ces marchés, non, non et non. Par contre, rester haussier comme ça à la bite à l'air sans couverture, ça me semble complètement débilos également. Donc pensez toujours à une exposition rationnelle à ces marchés. On est toujours, jusqu'à preuve du contraire, dans une économie récessive et donc attention à ces achats complètement dingues de l'opportunité de la décennie. Que se passe-t-il si derrière on se tape effectivement des choses moins cool? Donc encore une fois, on voit un marché qui s'épuise quand même, en tout cas qui montre des signes d'épuisement. C'est pas le moment à ce stade de prendre des risques extrêmement forts. Rappelez-vous, on prend des risques quand les prix sont attractifs. C'est bien une histoire de ratio risque-rendement. Aujourd'hui, le rendement étant quasi invisible, eh ben, quelle est la potentialité du risque qu'on prend derrière pour ça? Voilà. Donc, à mon sens, un peu plus d'humilité dans les gestions du risque que je vois actuellement chez certains autres traders. Donc, on fait attention quand même à rester aujourd'hui plutôt protectionniste sur son portefeuille sans nécessairement passer baissier. Voilà. Les signaux sont évidemment un petit peu alarmants puisque donc on verra la nature de la clôture hebdomadaire, mais si elle est clôturée en surachat avec la nature donc incertaine de ce breakout, clairement pour ma part ici, ça peut catalyser des choses plutôt dangereuses. Voilà. Donc, attention, ça nécessitera les clôtures hebdomadaires et beaucoup de choses peuvent changer, on n'est que mardi. Donc à ce stade-là, ne pas tirer de conclusions trop hâtives. On n'analyse pas encore une fois la nature d'un chandelier non clôturé. Donc j'attends de voir pour ma part vendredi pour tirer des conclusions plus poussées sur la gestion de mon portefeuille moyen terme. Pour l'instant, en intraday, je n'ai absolument aucune visibilité. Le graphique 15 minutes, qui semble être mon référent pour l'instant, me laisse à prévoir et entrevoir différentes choses. Mais évidemment, étant donné la nature volatile des cassures qu'on a vues hier, on n'est pas du tout dans la nécessité d'aller constituer des troisièmes bornes de range dans ce type de marché. Il faut que vous soyez au courant que là, normalement, ça a toute la nature d'une deuxième borne de range, ce qui laisserait normalement à traduire qu'une troisième est à venir là. Et donc, soit cette troisième est payée, enfin est vendue, soit cette troisième est cassée pour confirmer le mouvement tendanciel. Mais normalement, on aura un cluster décisionnel par là. Toute la nature et tout le problème de la gestion du risque actuellement, c'est que faisant suite à un marché assez excessif, les troisièmes bornes de range ne sont pas une nécessité. Autrement dit, on peut très bien ici rester à plat, puis réintégrer les 3005 sans avoir nécessairement à faire de troisième borne de range. C'est pour ça que j'ai du mal à supporter les prix sur cette zone-là, mais qu'on se le dise bien, pour l'instant, en intraday et à très court terme, je suis plutôt en train de chercher des soutiens acheteurs sur ces zones-là. Mais évidemment, je suis tout à fait à même à penser qu'en cas d'échec, la volatilité risque de bondir assez brutalement. C'est pour ça qu'une petite analyse de VIX me semble quand même assez importante. Sur la partie USD-Yen, évidemment, on va en parler juste après, il y a des choses assez inquiétantes. Donc sur la partie risque, comme vous le voyez, pas de cassure de support. Donc encore une fois, faire très très attention. La cassure de résistance du S&P 500 n'est absolument pas suivie et on est toujours en train de tester des trendlines de support de volatilité. Pour l'instant, et jusqu'à nouvel ordre, on reste avec des structures donc compressives, c'est-à-dire des supports pour l'instant qui restent théoriquement ascendant, à voir si on constitue un support sur la volatilité ici, et dans ce cas-là, peut-être la constitution d'un triangle de volatilité. Donc comme on l'a dit, pas de cataclysme baissier, mais nécessairement pas de hausse potentielle à venir derrière, mais plus un rebond de volatilité. Donc moi, c'est plutôt cette nature-là qui me plaît, puisque je vois bien pour l'instant donc deux vagues de baisse, d'accord, sur le VIX, ces deux vagues, suivies de deux vagues de hausse creux sommet ascendant, mais qui échouent, hein, c'est-à-dire que le repli qu'on a ici me laisse à penser que pour l'instant, nous sommes plutôt donc dans des structures de compression de volatilité, qui m'invitent à être donc plutôt prudent sur la gestion du risque, et non pas hyper agressif avec levier et des visions trop tendancielles. Voilà. Parce que donc l'échec de la cassure de cette trendline et sa violente réintégration a constitué la cassure du support précédent, mais je ne suis pas certain que ça puisse nous mener bien plus loin que tout ça. Voilà. Sur la partie risque corrélé, juste l'USD-Yen, puisque c'est un des plus gros marchés à décaler hier, on parlera du WTI et du Gold juste derrière. Voilà. Donc pour ma part, hier, la seule décision qui a été prise a été de couper la moitié de mes gains sur l'USD-Yen. À peu près à la moitié de la journée, de mémoire, on était à 1% de hausse sur l'USD-Yen, donc à peu près par là quand je l'ai réalisé. Je ne connais pas la nature des rebonds violents qu'on a connus hier sur l'USD-Yen. Il n'y a pas de franchissement de résistance en l'état, mais je note clairement l'échec au franchissement de ce support, ce qui me laisse à penser que
un retest du contexte résistant, voire même de la moyenne, est tout à fait probable. Donc à ce stade-là, étant donné que mes prix de revient moyens sont à peu près par là, et que j'ai beaucoup de leviers sur l'USD Yen, j'ai donc réduit mécaniquement ce levier jusqu'à nouvel ordre. Je reste vendeur, hein, qu'on soit bien d'accord, mais j'étais beaucoup trop exposé. Le rebond imprévu pour ma part d'hier fait partie des choses dans lesquelles un réajustement du marché est absolument nécessaire. Trop d'exposition vendeuse sur un marché qui rejette une cassure baissière, c'est clairement que une exposition trop franche, c'est prendre beaucoup trop de risques. Donc pour ma part, réduction de l'USD Yen, mais je reste en biais baissier moyen terme sur cet actif. Sur la partie gold, hier, le repli est assez sensible, mais là encore une fois, sa nature est très difficile à cadrer, puisque à mon sens ici, la structure de nos prix reste des structures de vagues en deux. Hein, donc ça reste ABC, ABC, suivi de peut-être ABC, et on va voir si évidemment cette trendline pourrait être payée ici sur un Fibo 38. Donc pour moi, prochain cluster, c'est de toute façon de ne pas prendre de biais directionnel, garder de la patience sur le gold, puisque ça semble quand même, à mon sens, toujours potentiellement favorable à des achats, mais c'est plutôt voilà, cette zone-là d'anciens supports, là où se trouve le canal de tendance, mais j'aimerais qu'on y aille plus doucement, c'est-à-dire clairement pas dans un immédiat très proche, mais plutôt, comme je l'ai dit, une compression de la volatilité dans les prochains jours, travailler la zone sur le S&P 500, peut-être atteindre les objectifs ou les rejeter, mais pour le gold, je préférerais un marché plus hésitant dans les prochains jours, beaucoup d'allers-retours, et évidemment, essayer derrière de tester la zone sous les 1840, où on a un gros cluster ici, où des différents supports pourraient théoriquement se mettre en place. Ici, disons que je serais prêt éventuellement à tenter des petits trucs sur le gold, mais vraiment avec beaucoup de prudence, puisque en cas de rupture de la trendline ici, hein, si vraiment le marché venait à accélérer au lieu de faire juste des fausses cassures, là pour le coup ça pourrait devenir plus gênant. Hein. Donc tant qu'on reste sur ces contextes ascendants et tout ça, je vois pas de raison de s'inquiéter outre mesure, mais voilà la zone qui m'intéressera sur le gold. Sur le WTI, évidemment, là c'est le gros repli, hein, donc retour sur ma zone d'entrée, chasser le stop loss à break-even. Heureusement que j'ai quand même pris 50% ici, mais c'est dommage, voilà, bon, c'était un marché donc, qui a constitué ce qui semble s'apparenter à une quatrième borne de range, qui a donc été payée. Donc ici, on a un trade spéculatif, retour sur la troisième borne. Attention, tant que la troisième borne n'a pas cédé, on n'a donc pas rupture de cette structure de range. Et l'échec à la cassure de la troisième borne de range étendrait très probablement le range à nouveau vers des niveaux plus profonds. Et peut-être donc dans ce cas-là, réintégrer et revoir éventuellement la deuxième target de mon trade vendeur sur le WTI. Pour l'instant, je n'ai pas de vraiment sentiment acheteur sur ce marché, mais on voit bien que pour l'instant, les ventes après l'atteinte d'un premier objectif, vont chasser les stop-loss immédiatement derrière, et ça se fait relativement vite. Voilà. C'est à peu près tout pour le sentiment global. On fait un petit tour rapidos sur Apple. Comme je vous l'ai dit, pour moi, tout tourne un peu autour de cette valeur. Vous l'avez vu, donc le triangle. Pour moi, tant qu'Apple ne sort pas de son triangle, ça reste très très dangereux. Attention à la fausse cassure. Vous vous rappelez, je me suis fait avoir sur Tesla. Hein. Je l'ai un peu mauvaise, hein, mais bon voilà. Tesla, où j'avais donc ici une exposition vendeuse, et ayant tenu une clôture ici au-dessus de l'ancienne résistance, j'avais décidé de couper la partie vendeuse de mon portefeuille sur Tesla. Je rappelle, j'ai couvert le portefeuille que j'ai à l'achat sur cette valeur, mais j'avais ajouté des positions vendeuses en plus, que j'avais donc coupé ici et qui se sont avérées être une très belle erreur. Donc attention, hein, en cas donc de rupture haussière du triangle d'Apple, mais sur une base de faux signaux, ce serait tout à fait probable, puisque donc je garde cette mémoire sur Tesla. Hein. Donc attention ici, si on devait avoir une rupture haussière sur Apple, je n'invaliderai pas la position pour ma part pour l'instant. C'est la seule action américaine que j'ai à la vente à découvert. Voilà. Donc attention à Apple, je la surveille très clairement. Évidemment, en rupture baissière de ce triangle, là, les choses assez piquantes commenceraient à se mettre en place, puisque, à mon sens, tout ça ne fait pas grande logique pour la valeur Apple. Voilà. Sur le reste du portefeuille, toujours des achats qui se portent bien. Ça a réagi sur les zones qui devaient réagir. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas le moment ici de remplir les portefeuilles comme des gros dingos, mais certaines valeurs proposaient toujours des prix assez intéressants ces dernières semaines. Voilà. Donc pour ma part, il n'est pas question pour l'instant de changer la direction moyen terme. Garder une exposition modérée, toujours beaucoup de liquidités disponibles sur les comptes de trading pour s'adapter à la situation si elle venait à changer radicalement, parce qu'on sait bien le manque de visibilité qu'on a aujourd'hui, mais attention, encore une fois, à ces sentiments exacerbés chez certains traders particuliers qui s'imaginent qu'un crack est imminent, et encore une fois, j'ai beaucoup de doutes sur cette probabilité-là. En tout cas, j'ai peu de doutes sur la surévaluation de ce risque par certains opérateurs. Donc on fait attention à ces trades type fin du monde. Je pense qu'une approche plus modérée, c'est-à-dire de ne pas être all-in, puisqu'on a clairement
vraiment pas de visibilité et pas de croissance pour l'instant, et pas de visibilité sur le retour de la croissance, c'est surtout ça. Mais attention, encore une fois, à ne pas nécessairement traduire ceci par un biais baissier, étant donné les injections monétaires absolument stratosphériques et maintenues que nous avons toujours dans ce marché, qui compense majoritairement, pour l'instant, la baisse de l'économie réelle par rapport à nos marchés et leur monde parallèle. Voilà, donc oui, est-ce que c'est pas très sain, est-ce que c'est gênant, est-ce que tout ci, ça reste des jugements de valeur, encore une fois. Attention à ne pas trader ce que vous pensez. On trade surtout ce qu'on voit. Et si vous avez ce biais baissier sur les marchés, alors n'achetez pas, certes, mais ça n'est pas une raison pour appuyer sur le bouton vente tous les 4 matins. Allez, sur ce, bonne journée à toutes et à tous, et à bientôt.